On va résumer un peu les choses, c'est vrai que Emmanuel Macron, depuis pratiquement, il a vu la montée du nationalisme kanak très très forte depuis un certain temps, et il a commencé à mettre en branle toute une organisation dans les administrations, tout ça, parce que le vote qui s'est passé au premier et au deuxième référendum, le vote nationaliste n'a fait que monter. Il savait que le troisième référendum, si on tenait dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il y avait le Covid qui est passé, et du coup, nous, dans la coutume kanak, on a dit il faut qu'on... Il y a le deuil kanak au bout d'un an, parce qu'il y a les oncles maternels, on doit faire la coutume avec eux pour rendre le sang de ces personnes. Et du coup, il est arrivé, c'est que ils ont trouvé la formule, c'était au moment-là, et puis ben, c'est le moment pour eux de foncer. L'État il a décidé de maintenir coûte que coûte le troisième référendum, parce qu'ils savaient, ils avaient les chiffres qu'on allait les battre au troisième référendum. Et on allait gagner ce troisième référendum. Et de fait, quelque part, ça y est, on peut considérer qu'avec les Nations Unies, on allait mettre en branle l'organisation de ce petit pays. Petit pays par sa taille, et puis surtout par sa population, mais grand par sa zone maritime. C'est ce qui donne à la France la deuxième façade maritime au monde, c'est la Nouvelle-Calédonie qui lui donne avec Tahiti. Aujourd'hui, ils se vendent partout dans le monde pour dire que derrière les États-Unis, la deuxième grande façade maritime au monde, c'est à cause des Kanaks qu'il a cet espace-là. Mais bon, tu as toute la richesse minière, on a des gisements de nickel, nickel, latérite, garnérite, cobalt, le zinc, on a tout ce qu'il faut. Puis on peut vivre très très bien indépendant de nous-mêmes, sans dépendre des dotations de la République. Mais c'est que le chemin là qu'on a pris, depuis là, on est allé, parce qu'on a construit tout ça dans ce qu'on a appelé l'accord de Nouméa. Qu'on a dit, on rentrait dans cet accord parce que c'était un accord où nos responsables qui ont signé et nous engageaient irrémédiablement vers la pleine souveraineté, parce qu'il y avait les transferts des compétences qui se faisaient, mais les compétences qu'on transférait ne pouvaient plus retourner à la République. Ils appelaient ça les compétences irréversibles. Ce qui est donné à la Nouvelle-Calédonie ne peut plus retourner. Et on voyait que plus on avançait, on continuait à demander les dernières compétences. Ils appelaient ça les compétences régaliennes, celles du roi, la monnaie, la justice, les forces publiques, les ambassades, tout ça. Et ça, nous, on dit, il faut qu'on les récupère. Sauf que l'État français, il a dit, il a trouvé toutes les formules, les histoires des référendums, il a fait traîner pendant pratiquement les 20 ans de processus. À chaque fois, il nous a mis des bâtons dans le roues de manière à bloquer le processus évolutif vers l'émancipation et la pleine souveraineté et l'indépendance de Kanaki. Mais on voit, c'est que tout ça, tout ce qu'il a mis en branle pour bloquer le positif, c'est vrai que nous, on a dit, et il y a un élément central dedans, là, c'est celui-là, qu'on a toujours dit, c'est la moelle épinière de notre lutte, c'est le sujet du corps électoral. Celui-là, nous, on dit, on ne touche pas. Parce que c'est celui-là qui définit, c'est qui fait pays avec toi. Ouais. Et nous, on a dit que le corps électoral, qu'ils n'ont pas cessé de remettre en cause depuis, nous, on a dit, on veut garder ce corps électoral-là qui permet de nous protéger d'une part, puis en même temps, on sait que, parce qu'on est un petit peuple, la France, il suffisait simplement qu'il bouge 100 000 personnes ou 20 000 personnes vers la Nouvelle-Calédonie. De fait, nous, on est noyés. Et c'est toujours notre combat, c'est toujours le sujet du corps électoral. Et ce qui s'est avéré là, c'est que, bon, nous, on a, avec tout un tas de gens, j'ai mis en place la cellule, ce qu'on a appelé la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. Et c'est de ça qu'on a commencé à bouger le peuple, on a amené même les Calédoniens de toute origine, parce qu'il y a des gens qui, leur pays, c'est là-bas maintenant. Et ils ont compris qu'il faut qu'ils restent avec le peuple kanak. Parce qu'on n'a pas été dire que par rapport aux fonciers, qu'on allait remettre en cause les fonciers de domaine privé, quoi, parce que les gens, il y a des propriétés privées. Et les gens ont compris l'état d'esprit des Kanaks, parce que nous, on a fait des concessions énormes dans notre combat depuis qu'ils ont pris possession de notre pays. On n'a pas cessé de lâcher du lest à la France et au système colonial. Et à chaque fois, ils redemandaient encore de prendre encore, à chaque fois, ils ont besoin à chaque fois de reprendre des choses avec nous. Nous, on a dit, mais on ne peut pas vous donner ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, il nous reste que le sujet du corps électoral, avec notre culture, la culture kanak. Ça, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le préserve. Et vous savez que le sujet du corps électoral,
Mais nous, on a poussé, fait en sorte les mobilisations, on a interpellé la région, il y a des gens chez nous, même dans les Antilles, les Guyanes, et on a envoyé des gens pour venir aux Nations Unies pour expliquer notre combat, puis tenter de dire mais ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas dans ce combat, parce que ça fait plus de 170 ans qu'on est là-dedans, puis on risque de perdre la main là, si l'État français passe en force. Ben, le fameux 13, la nuit du 12 au 13 là, qui a explosé dans le pays, là, ben, ça y est, pour nous, on cherche toujours des réponses. Et on sait qu'il y a une réelle volonté de l'État de casser, d'aller charger les jeunes à nous dans les quartiers populaires, là, qu'on dit là. Ils ont chargé nos jeunes et nos jeunes ont réagi, mais après, avec les moyens de communication modernes, là, les portables, un peu comme vous dans les régions ici, là, ils ont envoyé des messages, et ça, c'est comme une traînée de poudre dans l'ensemble du pays, là, les mobilisations. Il y a eu les 14 morts en si peu de temps comme ça. Mais c'est pour dire, c'est que l'histoire de notre combat, on est tellement arrivé là que l'État il a tenté de réinverser les choses autrement pour dire que c'est pour ça qu'il a commencé à vouloir dire qu'on va parler d'un accord où le peuple kanak, on va prendre en compte le peuple kanak. Il y a eu des réunions en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des déplacements ici, et le dernier c'était le redéplacement ici en métropole, et c'est là que l'État il a fait la pression sur nos responsables qui étaient là. Moi, je ne pouvais pas y aller. Macron ne voulait pas me voir à l'Élysée. Voilà, choix, hein, c'est lui la baraque. Du coup, vous savez que moi, je suis resté dehors, mais j'ai compris qu'à partir de là, ils ont fermé à double clé tous nos gens à nous, puis ils ont pressé. Et c'est le fameux accord qu'ils appellent l'accord de Bougival. Oui. Mais cet accord, mais il nous tient carrément plus de 40 ans encore en arrière. Là, et la question, c'était de savoir comment on va se positionner et réagir, parce que nos gens, nous on a des gens du côté des F-15 qui n'ont pas fait cet accord. Ils en disant que c'était un projet d'accord, sauf qu'ils ont mis leur signature dessus. Et l'État a considéré que ça, c'est un accord. Qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de peuple kanak, c'est le peuple calédonien, puis à partir de là, il met les moyens, les dispositifs pour tirer encore le peuple kanak vers le bas. Et du coup, la question c'était de savoir à quel moment nous on va donner une position. Et ça a commencé à des réunions de Calédonie où des partis indépendantistes ils ont commencé à prendre une position. Moi je n'ai pas parlé jusqu'à là. C'est pour ça que j'étais en Corse. J'ai décidé de communiquer à partir de la Corse, parce que c'est un pays frère qui combat aussi pour son indépendance aussi. Et c'est à partir de la Corse que j'ai annoncé que je suis contre le projet. C'est vrai que ça crée du bazar en Calédonie, de tout le bruit, parce qu'il dit, ça y est, Christian, il a pris la position, mais bon, je ne pouvais pas, après tout ce que j'ai fait comme combat, accepter le projet de Bougival. Ça veut dire que j'ai été en prison pour rien, que quelque part les jeunes ils sont morts pour rien, parce que tout le combat qui a été fait depuis 1853, la prise de possession de la France, ça veut dire qu'on aura balayé d'un revers tout ça, juste parce que la France, ben, ils ont des moyens, ils nous proposent plein de choses pour nous faire plaisir. Alors que j'étais interdit pour la Nouvelle-Calédonie, mais avant-hier, j'avais un billet déjà tout préparé pour que je puisse aller en Calédonie pour aller défendre le projet Bougival. Je dis, mais moi je ne mange pas de ce plat-là. Bravo, bravo. Tu peux nous dire bonjour, je m'appelle Axel Hilary, de la dépêche d'Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'accord Bougival constitue un problème pour vous? Alors il y a plusieurs éléments dedans là, pour moi c'est un concert de l'intérieur qui va arranger le peuple kanak de l'intérieur, l'accord Bougival. Il y a l'histoire du corps électoral, celui-là, c'est le segment qu'on ne veut pas qu'on touche, ça veut dire qu'ils vont ils veulent modifier le titre 13 là, très prochainement pour décaler les élections provinciales, mais c'est aussi pour pouvoir rentrer. Déjà, ils parlent de 20 000 personnes là, et après, ils rouvrent encore l'électoral ou encore d'autres personnes. Mais nous, on a toujours dit pourquoi on sacralise le sujet de corps électoral, parce que déjà, d'une, ça nous permettait d'avoir ce filet de protection pour nous, pour pouvoir avancer en tant que peuple, mais de deux, c'est sécuriser l'emploi pour nos jeunes, quelles que soient les communautés qui sont au pays, tous les Calédoniens. Parce que si tu ouvres l'emploi à tous les métros, ils continuent d'arriver au pays. Et ils viennent puis prendre les postes les plus importants de l'administration, les postes de catégorie A, catégorie B, et ceux qui mettent la main dessus. Et nous, on envoie beaucoup de jeunes ici en métropole ou au Québec ou partout ailleurs pour faire des formations, sauf que quand ils retournent, ils n'ont pas accès à tous ces postes à responsabilité. Et dedans, dans ces dispositifs de Bougival,
Il y a le sujet du corps électoral, mais il y a l'histoire en tant que peuple kanak. Alors que les deux accords, ils ont consacré autour de l'identité du peuple kanak. Ils appellent ça le kanak son dispositif. Là, on est relégué au fond du wagon. On ne parle plus, on parle du peuple calédonien dedans. Et après, il y a plein de mesures aujourd'hui. Par exemple, il y a une clé de répartition en Nouvelle-Calédonie qui permet de dire que on s'est battu pour le rééquilibrage dans le cadre de l'accord. C'est qu'on mettait des moyens pour la province des îles et la province nord. On réduisait la part de la province sud, parce que la province sud ne s'est pas construite en un jour, c'est comme Paris. Tout a été construit là, dans ces espaces-là. Et du jour au lendemain, ils demandent aux Kanaks des îles et aux Kanaks du Nord, en 20 ans, de faire des efforts que eux ont. Ça fait plus de 120 ans que le Nouméa s'est construit. Et on demande aux gens des îles de faire un effort mieux, c'est pas possible. En plus, eux, ils ont le double nationalité, les gens des îles. Il y a 3 îles là, sur lesquelles il faut constituer des développements. Mais c'est pour dire qu'ils veulent toucher à cette clé de répartition pour ramener la clé de répartition au niveau fiscal, tout ça vers la province sud, parce qu'ils disent que plus de 50% de la population vit en province sud. Il y a tous ces dispositifs là qui rentrent dedans, et du coup, nous on a dit, mais on ne peut pas, parce que nous on a envie quand même qu'on laisse un peu de temps pour pouvoir développer les îles. Mais c'est pour dire, au-delà de tout ça, c'est que la France elle a décidé de revenir sur sa parole donnée, qu'il a donnée à Jean-Marie Tjibaou, notre leader kanak, il a été tué par un autre kanak, lui puis Yewene, un leader à nous de Malais. Parce qu'ils ont, tous les militants là-bas, ils n'ont pas compris le geste que Jean-Marie, à un moment donné, il a dit qu'on allait faire le pari de l'intelligence pour construire notre pays. Et du coup, c'est tout ça qui a posé problème. Mais c'est pour dire, c'est tous les dispositifs qui sont dans Bougival, là. Il y en a encore plein d'autres que je n'ai pas en tête là, mais c'est tout ça qui fait que nous, on ne peut pas accepter cet accord. Accepter cet accord pour nous, c'est la mort de notre peuple. C'est même pas sur du long terme. C'est sur 20 ans là, on va disparaître en tant que peuple kanak. Donc cet accord représente une entrave pour la souveraineté pour laquelle vous vous battez? Une entrave, c'est un danger, c'est un cancer pour nous. Ça veut dire qu'on n'a plus accès parce qu'on va modifier le corps électoral. Ça veut dire qu'on a donné 5-6 élus en plus à la province sud. Ça veut dire que pour dire à l'échelle du pays, c'est peut-être 5 élus, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'ils vont faire basculer on ne pourra plus accéder à par exemple, nous on avait un indépendantiste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement on avait aussi placé un indépendantiste à la gestion. Sauf qu'aujourd'hui on n'aura plus accès à ces postes-là parce que de plus en plus des gens vont arriver et du coup nous on sera à la marge de ce développement et le projet d'indépendance va s'éteindre un petit feu. C'est pour ça que il fallait qu'on réagisse là. Il faut dire qu'on n'est pas d'accord du tout avec le projet Bougival. Et puis nous, il n'est pas question. Nous, aujourd'hui, c'est l'enjeu, c'est la pleine souveraineté de notre pays. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va continuer à... Si l'État veut continuer à discuter avec nous, là, il a déplacé de gros moyens militaires sur la Nouvelle-Calédonie il a fait venir des engins militaires de plus en plus avec... ils sont montés jusqu'à 8000 militaires pour occuper un tout petit pays comme la Nouvelle-Calédonie, quoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont envie de contrôler la jeunesse kanak pour qu'elle ne bouge pas dans les quartiers, qu'elle dans les tribus, partout ailleurs. Mais voilà un peu pourquoi notre peuple s'est levé. Et là, malheureusement, il y a quelques-uns de chez nous qui ont signé cet accord, qui nous tirent vers le bas, quoi. Et nous, malheureusement, notre combat maintenant, c'est de se battre et faire en sorte que... Parce que l'année prochaine, ils ont prévu un référendum pour valider cet accord. Et nous, toute la campagne, j'espère que si on essaiera de travailler ensemble pour faire un genre de pétition avec le Pan-Africa et tout le monde, au niveau national et international pour contester. C'est plus, par exemple, les peuples africains avec la Guyane, Tahiti, les Martinique, les Outre-mer, tout le monde va signer cette pétition internationale. Je pense qu'on peut faire bouger les lignes. Ça, c'est un peu le message que je souhaitais faire passer ce soir. Si on pourra travailler ensemble sur une pétition qu'on fait diffuser à l'échelle du monde. Quoi. Moi, pour ma part, je retiens vraiment mon part. Non, mais je te laisse. Oui, je vais juste dire ce mot. Moi, j'ai retenu un mot. Je ne mange pas de ce pain-là. Et nous, ici, aujourd'hui, panafricainement, on est là pour dire ça. Il ne faut pas manger de ce pain-là. Il ne faut pas manger de ce pain-là. Il ne faut pas manger de ce pain-là. Voilà. Donc, il ne faut pas accepter cela. L'horizon devant nous, c'est la libération coloniale. Et on ne mange pas le pain d'être inféodé.
dans la République française, ad vitam aeternam, comme des colonisés, ad vitam aeternam de l'État français. Donc on ne mange pas de ce pain-là, bravo, et nous on retient ça, et on est avec toi, à tes côtés, jusqu'au bout, comme on dit encore d'abord, jusqu'à la gare, la libération coloniale. Alors si ça, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rappeler que cet accord de Bougival, il ressemble à l'accord de Linas Marcoussis. Et c'est pourquoi il est très important que nous puissions établir ces liens, nous puissions établir une méthodologie de contact et d'échange régulier sur les situations politiques, sur évidemment les initiatives, comme une pétition ou autre, parce qu'en réalité, l'État français a des process coloniaux qui sont toujours les mêmes et qui sont réutilisés de décennie en décennie. L'accord de Bougival, il ressemble vraiment dans sa préparation, dans sa finalité, même dans son organisation spatiale et géographique, à l'accord de Linas Marcoussis, c'est-à-dire faire venir en métropole les principaux protagonistes d'une crise sur un territoire. Là, en l'occurrence, c'était la Côte d'Ivoire, de façon insensée, c'est-à-dire qui n'a pas de sens, littéralement. On a fait venir les responsables ivoiriens en France, en métropole, en banlieue parisienne, à Linas Marcoussis, pour statuer de l'avenir de la République ivoirienne. Déjà, on était dans un décor et dans une symbolique qui, évidemment, n'était pas bonne, puisqu'on ne peut pas décider du sort et de l'avenir et de l'organisation institutionnelle d'une République indépendante en métropole. Pourtant, c'est ce qui a été fait. Et ce qui a été fait, c'est aussi exactement comme dans votre cas, on trie ceux qui sont autour de la table. Ce n'est pas la République ivoirienne, ce ne sont pas les acteurs politiques ivoiriens qui entre eux décident de qui se distribue, qui part, etc. C'est la métropole qui dit « toi, tu peux être à la table et négocier. Lui, on ne le veut pas. » Et le lui, en l'occurrence, c'était le chef de l'État. Et le chef de l'État n'avait pas son mot à dire, alors qu'il avait été élu par le peuple ivoirien, n'était pas invité à discuter et à parler de sortie de crise de son propre pays. Donc, les sujets, la méthodologie, le process est toujours le même. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à nous mettre ensemble, parce qu'on gagne du temps. Quand on repère que, le coup qu'on nous fait là, cette conférence-là, attention, ça a déjà eu lieu il y a 10 ou 15 ans avec dans telle crise, etc. Attention, méfions-nous. Parce que ces processus sont toujours les mêmes. Les symboliques sont toujours les mêmes. La façon de procéder est toujours la même. Donc nous avons, donc nous perdons du temps parce que ça arrive aujourd'hui en Canada, hier en Côte d'Ivoire, avec les Comores, avec à chaque cas où il y a la volonté absolue de ne pas permettre aux citoyens du territoire de s'exprimer et de maîtriser leur propre destin, il y a toujours les mêmes processus qui se mettent en place. Donc il faut les connaître, il faut qu'on s'échange, et comme ça a été dit, il faut en effet que notre propre capacité d'action et nos propres puissances viennent déjà, qu'on accumule de l'expérience et qu'on accumule le savoir-faire et qu'on a le recul de l'expérience et peut-être des échecs des autres nations, des autres peuples. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Je voudrais vous poser une question. Nous sommes dans une famille, nous sommes membres d'une famille
il y a un problème qui concerne toute la famille et l'étranger vient pour choisir les membres de la famille, les membres avec lesquels il doit discuter. Est-ce que les membres qui sont convoqués sont obligés de répondre et ils ne peuvent pas dire non, il faut que nous soyons tous ensemble? C'est la question que je pose. Donc on cherche les responsabilités. L'homme est faillible. Non, l'homme est faillible. Il y a trop de faillibilité. C'est une question qui est posée, qui se répète tout le temps. Bien sûr. Donc, voilà. Pourquoi ça se répète tout le temps? Pourquoi ça se répète tout le temps? Et quand ça se répète, pourquoi mettons la responsabilité La sur cupidité. La cupidité, pas la naïveté. La cupidité. C'est une question de Donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Voilà. Parce qu'il ne faut pas dire pour dire, il y a un travail à faire. Moi, je pense que on peut, si on est tous solidaires, ceux qui sont dans la mouvance, ceux qui ont la vision, on peut acculer le lâche, le traître, le cupide, etc. en lui disant, mais honte à toi, arrêtez de faire la même chose, puisque c'est une chose qui est récurrente et le résultat est toujours catastrophique. Sinon, on va parler, ça fait des années. Moi, je suis fatiguée. Ça fait 60 ans que je vous dis. Je peux vous dire que je suis fatiguée, mais quand même, c'est un militant mais c'est dur. Parce que la même chose se répète d'une manière récurrente. Mais il faut trouver la solution. Et la solution, elle peut être violente, sans violence physique. Mais il faut écorcher, quoi. Il faut dire arrêtons. Et il faut donc se mettre d'accord avec tous ceux qui sont. Parce qu'on n'a pas besoin d'être à 80%. On peut être à 20, 30%. Mais dire arrêtez, voilà ce que vous représentez, voilà ce que vous êtes, mais c'est abominable, etc. Et honte, et un peu de pudeur, et un peu d'amour propre, et un peu de respect pour vous-même, et pour la famille, etc. Donc, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas ça. Il fallait aller dans les bouches de métro, dans les gares, dans les rues, et devant les bureaux, les entreprises, pour distribuer des tracts. Ils n'ont pas besoin de la majorité, une minorité leur suffit à faire leur seul Non, besoin. non, c'est pas, je ne parle pas de ces gens-là, je parle de nous. De nous, oui, justement. Je parle de nous. De Oui. ceux de chez nous. Non, mais je crois que je ne suis pas comprise. D'accord. Je dis, c'est une espèce de proposition, puisque je suis pour l'action. Je ne veux plus entendre que je serais d'accord qu'on prenne des décisions et qu'on agisse. Nous sommes pas nombreux là, mais je sens une force extraordinaire. Merci. Donc je le sens la force. Elle est dans le verbe, elle est dans la pensée, elle est dans le projet, dans la projection. On peut lancer des projectiles. Donc, moi je crois que le travail qui nous serait demandé, ce serait d'essayer, au lieu d'être chacun dans son petit groupe, d'essayer de se connecter, puisqu'on a des outils pour se connecter, de manière à faire un travail offensif. Pas regarder ce que les autres font, mais justement les attaquer. Mais pas en insultant, pas des choses comme ça, non. Mais en leur faisant prendre conscience qu'ils sont en train de se tuer eux-mêmes, de tuer leur famille, de tuer leur peuple, de détruire leur pays. Donc il y a une manière, il faudrait chercher la manière, c'est un travail à faire. C'est un travail à faire. Je n'ai rien.
pas grand-chose après, je dis un travail à faire. Mais travailler dans ce sens de percer, il y en a qui connaissent ça bien, les cambrioleurs. Percer, vous verrez, ils percent pour pouvoir rentrer, voir entrer à l'intérieur. Donc, de manière à ce qu'il y ait une percée pour les toucher, pour leur dire non, c'est pas possible. Regardez le reste de l'humanité, il y a quand même, même s'ils sont durs entre les Chinois, etc., mais il y a un respect de leur humanité, un respect de qui ils sont, un respect de leur identité. C'est ça. Donc, on a un travail à faire, parce que c'est pas normal que depuis si longtemps, on soit comme ça à ramper, à se faire marcher dessus, à se faire mépriser, et de dire oui, voilà, et puis de toujours croire que on est fâché, mais dès qu'il dit, mais non, apaisez-vous, je vais, ils n'ont pas vu. Tout de suite, c'est une malédiction. Donc il faut briser cette malédiction. Voilà. Je suis désespérée. Non, on n'est pas, c'est pour ça qu'on est là. Et on lâche pas, mais c'est dur, c'est dur. Vous avez raison, madame. En ce qui concerne l'accord de Bougival, Christian tout à l'heure, il parlait de la délégation FLNKS qui ont signé. Donc il y a 5 personnes qui ont signé cet accord. Au retour au pays, ils ont dû l'expliquer et ça n'a pas marché. Donc là, dans le front FLNKS, il y a plusieurs partis indépendantistes. Il y a un des grands partis, le plus vieux parti de la Kanaki, c'est l'Union calédonienne. Ils ont 3 signataires sur les 5. Il y avait 3 de l'Union calédonienne. Et du moins, l'Union calédonienne les a désavoués dans leur signature. C'est-à-dire qu'ils les ont obligés, de fait, à retirer déjà l'accord à rejeter l'accord de Bougival et les a obligés leur a retiré en fait le mandat. Donc là, à l'heure actuelle, ces 3 personnes-là n'ont plus le mandat. Ils ne représentent plus le mandat, ils ne sont plus interlocuteurs du peuple kanak devant l'État français. Depuis que c'était le week-end dernier qu'il y a eu leur comité directeur et qu'on leur a retiré le mandat. Il reste 2 autres personnes qui font partie d'autres partis indépendantistes et on attend leur retour de ces personnes. Mais toujours à l'heure actuelle, le projet d'accord ou l'accord Bougival, il est rejeté dans sa majorité par les partis indépendantistes en Kanaki et le mandat est retiré à ces personnes. Donc là, la question prochaine, c'est de voir avec l'État français comment on fait. Est-ce qu'il faut repartir sur de nouvelles négociations, de nouvelles discussions et de nouveaux accords? Mais toujours est-il que là, déjà dans l'Union calédonienne, ils ont retiré l'accord, mais maintenant, ils exigent que l'ONU soit avec nous pour les prochaines fois qu'on reprendra contact avec le colonisateur. Donc c'est le moment où qu'il y ait contact avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Côte d'Ivoire, l'AES, etc. Pour que les civils, la société civile, les cogne un petit peu. Tu vois, en leur disant, mais qu'est-ce que vous faites, etc. Enfin, je vais vous parler, excusez-moi, mais il fallait tant se parler. Donc là, cette question a permis d'avoir cet éclairage-là, donc elle est quand même très utile puisque nous avons eu cette précision. Tout à fait. Je reviens sur, parce que tout ce que vous dites, c'est aussi l'INAS Marcoussis. C'est ça que je parle de process. C'est qu'on a eu exactement la même chose. C'est-à-dire que ceux qui ont signé à l'INAS Marcoussis ont dû revenir en Côte d'Ivoire pour expliquer ce qui avait été l'accord. Et le président Gbagbo, qu'on n'avait pas voulu associer,
évidemment, était contre cet accord. Et donc, c'est là où ça s'est... le piège s'est retourné contre la France, puisqu'il n'avait pas voulu associer l'acteur principal. Donc, il restait à cet acteur principal, le président Gbagbo, la capacité à dire non. Eh bien, puisque vous avez fait cet accord, même tous ceux qui ont signé là autour de la table, mais moi, c'est toujours moi, le président de la République. Vous essayez de faire un changement de régime, puisque vous essayez de transférer les pouvoirs prévus par notre Constitution au président de la République. Vous avez fait un accord dans une banlieue parisienne en vous asseyant sur notre texte fondamental, notre Constitution, pour dire que maintenant, c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs, et un Premier ministre que vous avez choisi, et vous voulez m'imposer à moi qui ai été élu par les Ivoiriens. Donc vous choisissez un Premier ministre, c'est vous qui le choisissez, il n'a pas été nommé, pas choisi, rien. Mais, donc c'est ce processus, et c'est quand ça s'est revenu au pays, qu'il y a eu le blocage, qu'il y a eu le nom du président, ça c'est 2003, et c'est pour ça que il faut bien comprendre les différentes phases du processus. Donc l'État français a bien, parce que du coup on était dans un, comme vous êtes en train de décrire, mi-chaud, mi-raisin, mi-figue, mi-raisin, on n'a pas vraiment gagné, on a essayé d'imposer quelque chose, ça n'a pas vraiment marché puisque en face il y a une résistance. Et là, on s'est rendu compte que le président Gbagbo, il n'était pas si, comme on dirait dans un film cool qu'il en a l'air. Il était bien avisé et il a bien manœuvré face à l'adversaire. Et donc, ils étaient coincés en 2003 à l'issue de ces accords en pensant qu'ils avaient réglé. Alors, effectivement, ils ont réussi à imposer un gouvernement qui était à leurs mains, c'est-à-dire qui était composé de rebelles. C'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est la République française qui impose dans un gouvernement des gens qui ont pris les armes contre la République, qui n'ont aucune légitimité que la violence et que les milliers de morts. C'était ça la légitimité. Mais ça a donné quoi? Puisque donc le président a réussi à dire non, à s'imposer, etc. Mais 2004, ils ont cogné. C'est la tentative c'est le bombardement de Bouaké, c'est la tentative de coup d'État. Donc la phase d'après, et quand vous dites qu'il y a 8000 forces de l'ordre militaires sur l'île, c'est ça la phase d'après. C'est ça la phase d'après, c'est ça qu'il faut connaître. C'est que nous on a l'armée en Côte d'Ivoire, alors maintenant on a rétrocédé, mais nous on avait l'armée française sur place. Ils ont reculé, non. En 2003-2004, on avait les militaires français en Côte d'Ivoire. Et en 2004, ils ont organisé un vrai faux bombardement, soi-disant qui venait de l'armée de Gbagbo, contre une de leurs bases, et ça a été le prétexte pour tout bombarder, pour annihiler la force militaire, annihiler toute la flotte aérienne ivoirienne. Et il y a eu une tentative de marche sur le palais présidentiel qui a été arrêtée par la jeunesse. Et ça, ces épisodes-là, même si moi j'y étais pas, mon plus jeune frère y était. Donc on a dans nos mémoires collectives le souvenir des événements et comment ça s'est passé. Et donc à ce moment-là, ils ont été obligés effectivement de reculer, mais il y a quand même une centaine de morts dans la foule, et puis 2004, rien n'était réglé, donc il y a eu une partition du pays en deux. Donc tout ça pour dire que l'étape d'après, quand ils n'arrivent pas, quand il y a un blocage sur des accords où ils étaient bien contents d'avoir manœuvré, d'avoir réussi à faire signer certains, l'étape d'après, c'est la violence. D'une manière ou d'une autre. Parce qu'il peut y avoir des variantes d'un territoire à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais d'une manière ou d'une autre, l'étape d'après, c'est la violence. Et c'est l'extrême violence sur les populations. Donc c'est ça qu'il faut anticiper, c'est ça qu'il faut préparer. Et effectivement, il faut faire monter la mayonnaise avant, par une mobilisation internationale,
donc pétition ou autre, mais surtout, effectivement, par une mise en lumière, plus on sait, plus c'est répandu dans l'opinion publique, plus on voit, plus on sait, plus c'est difficile pour les États d'agir. Voilà. Et je ne veux pas être trop long, mais là où et c'est dommage, c'est qu'on l'a pas vu, là où on l'a pas su avant, là où moi j'ai été alerté, les accords de Nouméa, tout ça on connaît, mais là où j'ai été alerté sur le fait qu'il y avait une effervescence particulière, je n'avais pas suivi la proposition de loi sur le changement de corps électoral, mais là où j'ai compris, c'est l'année dernière au 1er mai. La démonstration de force en plein Paris, au moment du 1er mai, alors que j'étais comme tout à chacun dans le défilé du 1er mai, quand j'ai vu cette démonstration de force, j'ai échangé avec quelques-uns de vos camarades, là j'ai compris. Là j'ai compris qu'on était, et là c'est avant que ça éclate, j'ai compris qu'on était là à un moment politique extrêmement fort et extrêmement tendu, qu'il y avait eu une offensive extrêmement dure de l'État français avec cette proposition sur le corps électoral, et que vous envoyez un message extrêmement clair de « ça ne passera pas ». Ça ne passera pas. Il ne faut pas ouvrir ce débat à l'Assemblée. Ça ne passera pas. Et le 1er mai a été une démonstration. Donc, si... D'ailleurs, j'en avais échangé avec quelques camarades, j'avais dit, et même avec des députés français, j'avais dit, si le gouvernement, là, ne comprend pas que dès lundi, il faut retirer, parce que sinon on va au clash, il y aura un clash. Et il y a eu le clash, parce qu'ils n'ont pas retiré. Donc, mais ce moment-là, alors là, tout le monde a compris, là, aujourd'hui, qu'on vous aide dans ce processus, en effet, à mon sens, d'expérience de l'INAS Marcoussis et de tout le déroulé après, c'est la mise en visibilité extrême. C'est-à-dire qu'il faut mettre en visibilité, et c'est pas facile parce que les gens qui ne sont pas au détail de l'enjeu, vous connaissez votre enjeu du corps électoral, etc. Mais tout le monde n'est pas, ne comprend pas forcément, et c'est même contre-intuitif, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont sur le corps électoral, si tout le monde vote, c'est mieux, etc. Donc il faut quand même un peu expliquer les équilibres, le pourquoi, le comment, exactement ce que vous avez fait là, les accords de Nouméa, les principes qui avaient été définis, la trajectoire qui avait été définie, et ce comment aujourd'hui l'État veut revenir là-dessus pour tout reprendre. Donc ça, il faut vraiment le mettre en visibilité, et en visibilité extrêmement forte, parce qu'en plus, comme je le disais, tout le monde peut s'associer à ça, parce qu'en réalité, ça vous touche vous là, mais c'est des principes coloniaux, donc tout le monde doit assouplir, tout le monde est d'accord avec ça. Parce qu'à un moment donné, ça arrive en Kanaki, ça arrive en Côte d'Ivoire, ça arrive à chaque fois, partout pareil. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que cette rencontre enfin, pour moi, c'est pour ça que je tenais à être là ce soir, politiquement extrêmement importante. Je voulais revenir sur le point de la nécessité de l'unité et de la mobilisation internationale, parce qu'il y a justement, il n'y a pas très longtemps, a été mis en place le Front international de décolonisation, le FID, qui regroupe différentes organisations indépendantistes de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, les dernières colonies françaises. Il y a la Corse aussi à l'intérieur, et en fin de compte, cette organisation-là a pour but notamment de faire un travail au niveau international, notamment auprès de l'ONU, de se rapprocher du mouvement des non-alignés, et aussi d'avoir des partenariats avec l'AES, etc. Donc ça, c'est les projets justement du FID. Et il y a aussi le point important dans le FID, c'est de la réinscription des pays à décoloniser sur la liste de l'ONU. Et ça, c'est important aussi dans le projet du FID. Mais en même temps, nous, on a conscience qu'il y a la nécessité pour chaque organisation indépendantiste de faire le travail dans son pays sur le plan local. Parce qu'en réalité, le combat pour l'indépendance par rapport à nos dernières colonies doit se jouer sur les deux tableaux, à la fois sur le terrain international, parce qu'il nous faut une visibilité internationale, comme cela a été dit, une mobilisation internationale, le soutien d'autres États,
mais aussi sur le plan local, il faut qu'on puisse se structurer dans nos organisations pour pouvoir faire avancer nos idées indépendantistes, panafricanistes, etc. Parce qu'il faut que le peuple ait confiance justement au projet des indépendantistes. Donc voilà, donc c'était ça. Et en réalité, je pense que par rapport à ce qui a été dit, notamment la pétition contre le projet d'accord de Bougival, etc., je pense que oui, ici, au niveau du FID et avec d'autres organisations, on peut faire un travail pour propager ça. Je pense que c'est très très fort. Donc voilà. Bon, mais vraiment merci à tous. Et on a écouté, cette rencontre était vraiment très importante pour nous tous. Ça nous permet de savoir que ce que nous traversons depuis 1885, où les Occidentaux ont décidé d'émietter l'Afrique en la divisant, et même je vais plus loin, depuis le XVIe siècle, à commencer par l'esclavage jusqu'à notre ère, ils n'ont pas changé. La stratégie est la même. Ouais. Seulement que, en fonction de l'évolution du temps, ils adaptent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous amènent à nous entretuer entre nous, et puis ils sont là-bas, ils tirent les ficelles. Tout à l'heure, j'ai écouté, c'est-à-dire un projet tel que vous l'avez présenté, qui vient à l'encontre du bien-être de la population et du peuple. Et il se trouve des gens qui signent, qui sont d'accord. J'ai entendu là, les raisons, c'est la cupidité, pas la naïveté, la cupidité. Nous les avons tous évoqués. Aujourd'hui, nous trouvons la nécessité de mettre nos efforts ensemble pour essayer d'aller contre ce pouvoir colonial qui n'a jamais changé et qui n'est pas prêt à changer. Quelquefois, moi, j'ironise quand je parle avec mes plus jeunes. Je leur dis, mais écoutez, la personne, la nourriture qu'elle mange là, c'est vous qui la payez. Et vous voulez lui arracher de la bouche, elle ne va pas accepter, certainement c'est vous. Ouais. Nos sous-sols, on vit tous en Europe et en métropole. C'est ça qui fait vivre ici. Tout à l'heure, le frère, il a parlé. Le Niger est l'un des premiers pays producteurs d'uranium. Et il n'y a pas de lumière au Niger. Oui. Comment vous pouvez comprendre ça? Et l'ambassade de la France est éclairée jusqu'au sous-sol. Quand je dis le sous-sol, ça veut dire les endroits où vous n'avez même pas habité. Et la population nigérienne n'a pas de lumière. Donc, c'est cette forme-là que nous devions comprendre. Et nos responsables qui sont les nègres de salon, qui sont les députés, je dirais plutôt comment on les appelle là? Les sous-préfets, voilà, qui sont les sous-préfets, qui sont nos propres frères, qu'ils utilisent contre nous. Le cas palpable, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à cela. Moi, je bénis le Seigneur parce que l'embryon qui a commencé avec les États de l'AES, je dis bien l'embryon, c'est à nous de l'alimenter. J'ai entendu tout à l'heure, la mobilisation est de taille. Les relations internationales sont importantes dans cette situation. Pareil. Comment faire pour se faire entendre? C'est ça qu'il faut. On n'a pas les armes, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens qu'ils ont. Notre détermination est importante. Notre détermination. Je vais vous donner un exemple. Elle a tellement parlé de la situation de la Côte d'Ivoire que je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Quand on a arrêté et déporté le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a régulièrement gagné les élections, qu'on l'a déporté et que nous on est descendu dans les rues ici en France, voilà. On nous a ri, on dit mais vous rêvez là. Oui, oui. Avec toute la puissance, qu'est-ce que vous allez faire? On a fait. Et on a gagné. On a gagné. Alors qu'est-ce qui nous a mené à ça? C'est notre détermination. C'est la détermination
des Africains. C'est la détermination des peuples menacés dans ce monde par un seul continent. C'est notre détermination. Donc la mobilisation est de taille. Nous, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, nous disons que l'unité, d'accord. L'unité, d'accord. Mais la mobilisation, d'abord. Plus on va se faire entendre, plus les gens vont nous respecter et plus les autres vont ouvrir les vannes. Parce que lorsque nous nous levions et que nous allons à La Haye, où était détenu notre premier responsable, dans le froid de moins 10 degrés, moins 12 degrés, nous y sommes. Samedi encore, on y va. Ainsi de suite, ça a duré 8 ans. Finalement, en philosophie, on dit, dès l'instant où le questionnement arrive, c'est qu'on commence à réfléchir. Ils ont commencé à se questionner, dans le doute. Dès l'instant où le doute s'est installé et que le questionnement arrive, la solution n'est plus loin. Et nous sommes arrivés à cela. Mais quel est ce dictateur pour qui les gens sont tout le temps dans le froid, quel que soit le temps? Et ils ont compris que ce n'est pas un dictateur. Ils ont ouvert le procès. Le procès avec tous les micmacs possibles. Mais il a gagné. Toujours avec notre détermination. Parce que nous prenons d'assaut La Haye. Il n'y a même pas de place. L'intérieur est plein, l'extérieur est plein. Donc nous comptons, nous sommes prêts, en tout cas pour nous autres qui sommes en Afrique et qui pensons et qui disons, qui confirmons que vous êtes nos frères de sang. Il n'y a pas un seul noir sur cette terre qui n'a pas une origine africaine. Il n'y a pas. Je suis historienne. Tous ceux qui ont la peau noire viennent de l'Afrique. C'est vrai que quelquefois j'entends nos frères, non, moi je sors de ces genres de débats-là. Donc nous devons nous lever par notre mobilisation. Parlez-leur. Allez dans les hameaux. Allez dans les îles. Faites comme le dit mon petit Romain. Et je suis content de revoir. Voilà. De sorte que les organisations puissent se mettre en place. Prenez les contacts. Ils pensent vous avoir maintenu ici. Mais profitez-en. Allez à l'Assemblée nationale. Il y a les députés qui nous écoutent. Il y a des députés qui sont contre. Ah oui. Essayez. Prenez les contacts. Oui. Pour tous. Ah. Prenez les contacts. Et vous allez voir que ça va marcher. Et dès l'instant où un seul député s'élève, on dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe en Canadi? Et pourquoi ceci en Calédonie? Et pourquoi cela? Et la mobilisation étant derrière, il est soutenu. Et puis, une voix va se lever, la deuxième va suivre, la troisième, ainsi de suite. Et notre combat, dès l'instant où ils changent leur façon, nous aussi nous avons changé la nôtre. Hier, nos parents n'avaient pas ça. Ils ne pouvaient pas se réunir. Moi, les livres d'Aimé Césaire que j'ai lus, tellement c'est dur, le pauvre. Il écrit, mais il y avait combien d'Isabelle pour lire? Pour comprendre l'essence du combat, il y avait combien? Mais quand même, il meurt, on veut l'envoyer ici. Il a dit non. Enterrez-moi là. Donc, bref, nous sommes toujours dans ce combat qui a débuté depuis le 10e siècle jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à l'an 2025. En tout cas, chers frères et sœurs, je tenais à dire ça. Et avant de conclure, je voudrais dire un bravo et un merci à notre frère Pierre. Vous savez, Pierre, je l'ai connu, on était ensemble, on faisait nos réunions, bon, on était dans notre lutte là, à l'Assemblée nationale. On partait dans les restaurants où il pouvait être. Elle et moi, on allait là-bas. Et on vient, on voit toujours monsieur qui fait ses vidéos tout seul. Il parle. Ce gars-là, tout le temps il hésite. Qu'est-ce qu'il va dire? Elle me dit non, c'est un de nôtres, c'est ceci. Tu n'as jamais vu. Et j'ai commencé à le suivre sur les réseaux. Et puis je l'ai approché. Et puis, mon ami, viens. On agit ensemble, on va crier ensemble. C'est bien ce que tu fais à l'Assemblée nationale. Mais viens, on va le faire ensemble. Et depuis, il est avec nous. On est ensemble. Vraiment, je voudrais te dire merci. Ce projet-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le porte. Il le porte il y a très longtemps. Le projet de voir tous les enfants d'Afrique mener le combat ensemble. Dans le projet panafricaniste.
Vraiment, je voulais te dire merci, chers camarades, chers frères. Merci de tenir bon malgré tous les aléas, malgré tout ce que tu subis, mais à aucun moment tu ne te plains. Tu crois à la justesse de ce combat que tu mènes. Je voulais vraiment devant tout le monde ici te dire merci. Donc vraiment merci à vous tous aussi qui êtes venus. C'est comme ça, tout à l'heure la doyenne disait, quand elle voit la salle, elle voit que nous voulons. Donc montrons que nous voulons. Montrons que nous voulons. Faisons en sorte qu'on sente que là, nous sommes nombreux. À l'époque où on a commencé à marcher devant, dans la nuit du 10 au 11, on était à l'Élysée, on n'était que 4 filles plus un garçon. 4 filles plus un garçon. Mais jusqu'au matin, grâce aux réseaux sociaux, l'Élysée était plein. Ils ont pris tous ceux qui n'avaient pas papier, qu'ils ont mis en prison. Mais on nous pourchasse. On vient dans le 18e où il y avait nos camarades incarcérés. On nous chasse là, on court, on va à l'Élysée. Mais on a fait ça jusqu'à midi. Pour la première fois, ils vont dire oui, les pro-Gbagbo ont arraché le galon d'un policier. C'est vrai que c'est vrai. Une de nous, Prisca Dibé. Parce qu'il y a des mineurs qui étaient enceintes que le policier a matraqué. Alors la sœur est allée, elle a rattrapé le policier et vient l'emmener dans notre camp. Et on s'est bien occupé de lui. Donc, le lendemain, nous allons parler. Bref, c'est pour dire que ce n'est pas un jeu. Ils détiennent quelque chose de capital pour leur vie. Et cette chose nous appartient. Ils ne vont pas nous la donner. Si nous ne nous levons pas pour aller arracher, ils ne vont pas nous la donner. Je vous dis merci encore. Eh bien, ça tombe très bien. Oui, mais il y a un moment qui a fait une crise asthmatique. Mais ça tombe très bien, justement, parce que là le temps nous est compté et on va justement faire la deuxième partie qu'on avait prévu. Donc de parler de ce projet ici, moi j'ai retenu dans quelques mots de tout ce que les interventions ont donné, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, faire monter la mayonnaise, mettre en visibilité extrême, les mots ont été dits, se faire entendre, la mobilisation, les organisations doivent se mobiliser. Alors ça nous fait une très bonne transition pour parler de ce deuxième thème qui est ce projet qu'on nous a déjà partagé, ce projet de collectif par lequel et en tant qu'un outil nous rassembler. Trouvez là dans cet outil notre légitimité de travailler ensemble, de faire entendre ce que nous avons à dire, de nous mettre en visibilité. Gbagboka. Gbagboka, c'est dire Gbagbo de cas comme Kanaki et toutes les Mélanésies. Il faut savoir que moi, par exemple, quand je fais des publications en parlant du combat de la Kanaki, et notamment du frère T1, je mettais toujours le Gbagbo de Kanaki. Voilà, parce que c'est la même lutte. Gbagboka, K comme Kanaki, A comme Gbagbo d'afrodescendance, parce qu'il y en a. J'ai parlé tout à l'heure du président Petito, le Gbagbo de Kanaki. Et Gbagbo d'Afrique, évidemment, celui que nous connaissons tous. Alors pourquoi Gbagbo? Il faut porter le combat de ce chef africain, qu'évidemment certains ne connaissent pas, mais que pour certains qui connaissent, ils connaissent la mauvaise version, celle qui a été portée par le colon, évidemment, qui n'a qu'un seul intérêt, salir nos luttes. Le président Laurent Gbagbo, tel que pour ma part je l'ai décrit dans certains écrits, c'est la pleine résistance. La pleine résistance, c'est-à-dire le plein refus de deux choses qui importent dans le colonialisme, le refus de la faveur coloniale. La faveur coloniale, on parlait tout à l'heure de la trahison. Il y a toujours le colon qui a un moyen ou un autre d'attiser la faveur coloniale. On peut après l'appeler par d'autres mots la faveur coloniale. Et de l'autre côté, la peur coloniale par la violence.
la torture, etc., etc. Le président Laurent Gbagbo, il a refusé les deux. La faveur coloniale, c'est connu hein, de tous les publics. On lui a proposé des pommes d'or, une vie dorée pour lui et ses quelques privilégiés. Il a refusé. Il a dit non. Simplement, et il a refusé la peur coloniale, les menaces d'être bombardé. Il a refusé d'avoir peur. Et donc, il a subi les deux. Il a subi les bombardements, la déportation. Et il s'est battu jusqu'au bout. Je parlais au départ, prendre les positions, les tenir. Avec le soutien, évidemment, de toute sa famille, notamment, est-ce que la famille panafricaine pour nous, l'Afrique afro-descendance en Mélanésie, et le monde entier, puisque le monde entier est au courant de cette lutte. Alors, nous mettre ensemble à travers cette organisation par laquelle vraiment nous sentir chacun la légitimité, avec le Gbagbo d'Afrique, avec le Gbagbo de Kanaki, avec le Gbagbo d'afro-descendance. Faire des pétitions ensemble, faire des marches ensemble, faire des mobilisations ensemble, des interpellations ensemble, des sittings ensemble. Voilà là cet outil qu'il est à présenter parce que, encore une fois, on l'a dit, c'est la même méthode. C'est la même méthode que tu utilises le colon dans les colonies d'Afrique, dans les colonies d'afro-descendance, dans les colonies de Mélanésie. Cet outil est là. Aujourd'hui, il a été présenté avec, pour cheville ouvrière, l'assistante Georgette Nicalo qui a parlé. C'est une des anciennes représentants du parti de Gbagbo et qui dernièrement l'a présenté au numéro 2 du président Laurent Gbagbo. Nous avons obtenu l'autorisation de son nom. C'est important parce que Gbagbo s'est connu mondialement. Il a une autorité mondiale. Et donc, si on arrivait à avoir avec un tel outil, le présenter au monde, en même temps, on va parler de tous ces combats qui se passent partout, en tant que le même combat. En Afrique, aujourd'hui, je disais, le président Laurent Gbagbo, après avoir été déporté, aujourd'hui, il est inéligibilisé. En Kanaki, aujourd'hui, ben, toi, tu es là devant nous, hein, comme on dit, en grandeur, nature et fait de chair, tu es là devant nous, déporté. Voilà. C'est dire d'autre, tu es là devant nous, déporté. En afro-descendance, il y a le président Pepito, après avoir été emprisonné, avec les mobilisations, ils l'ont libéré, mais sauf qu'en le libérant, ils ont collé l'inéligibilité. Pour qu'il n'aille pas déranger, évidemment, ce qu'on disait, les mêmes stratégies coloniales, etc. Donc, nous mettons ensemble pour mener cette lutte. C'est un projet qui est là. Tu as un exemplaire que je t'ai posé là. Donc, c'est celui-ci, c'est le tien. Donc, si tu veux bien prendre le temps ensuite de le parcourir, j'en ai remis un premier exemplaire, une première version, de le parcourir, parce que dans cette lutte, c'est évident que seul, on n'y arrivera pas. Parfois, certains de nous se sentent vaillants, tout seul dans son coin. Moi, j'ai de l'énergie à revendre. Mais en même temps, je sais que tout seul, je ne peux pas. J'y arriverai pas. Parce que tout seul, ils vont me plier, ils vont me faire taire, quelle que soit mon énergie. Et l'énergie n'a jamais manqué. Parfois, on peut être gêné en disant, mais comment ma seule énergie devrait suffire? Mais ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais parce qu'il faut la voix de Georgette, il faut la voix de Salomé, il faut la voix des doyens qui sont là, il faut la voix de Joby Valente. Il faut un rapport de force. Voilà. Il faut un rapport de force. C'est ça. Donc je pense qu'il faut déjà qu'on comprenne la mentalité, la psychologie occidentale. L'occidental ne fonctionne, la politique occidentale ne fonctionne qu'au rapport de force. Quand on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'on a. C'est que le rapport de force. C'est pas la négociation ne peut venir que lorsqu'on a gagné le rapport de force, que lorsqu'on est en situation de rapport de force. Tout à l'heure, Georgette disait le questionnement sur la CPI. Ils ne se sont pas questionnés. Hein. On a gagné le rapport de force. Ils non, se questionnent. Non, je parlais de l'opinion. Mais même l'opinion, non, même l'opinion, il n'y a pas de questionnement. C'est le rapport de force. Le rapport de force qu'on impose à l'adversaire. C'est là qu'il est obligé de reculer. Sinon, il n'y a pas de questionnement, il n'y a jamais de questionnement. C'est vraiment le principe fondamental de la politique occidentale, c'est le rapport de force. Et donc voilà, on va vraiment aller dans ce sujet-là. Si jamais tu veux nous donner une position de principe sur cette idée, et ensuite, évidemment, là, on parlait de prendre les contacts. Il y a une fiche qui a été faite, toutes nos coordonnées ont été enregistrées dessus.
c'est pareil, si jamais tu as un contact que tu veux faire partager, à la fin, il te sera remis, évidemment. Je prendrai une photo, si tu es d'accord, pour aussi la diffuser et que les autres qui sont là aient ces liens de contact. L'horizon étant pour nous vraiment à partir de ce contact aujourd'hui, nous mettre ensemble. Et comme tu le disais, quand c'est des pétitions, bon, on appelle les uns et les autres. Il y a Ubuntu qui est là, il y a le PPACI qui est là, il y en aura d'autres, il y a l'AES, le frère de l'AES qui est là. On se met ensemble en contact, on appelle, bon, comment on organise ça, etc. Et on y va. Ensemble. L'idée étant vraiment que dans cette lutte, ne pas rester seul, ne pas y aller seul. Nous, évidemment, par exemple, moi, le Camerounais, si je suis là, c'est pas pour voter à la place de la Kanaki, non. Mais c'est être là, pour soutenir. Et lorsqu'ils nous voient comme ça ensemble, ils ne vont pas te dire n'importe quoi, ils ne vont pas te faire n'importe quoi s'ils voient les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Camerounais, les Ivoiriens. S'ils les voient autour de toi, ils ne te diront pas n'importe quoi. C'est si tu es seul. Et d'ailleurs, tu l'as dit, il les a appelés, il t'a mis de côté, puisqu'il a compris que toi, tu ne manges pas de ce pain-là. Et derrière, maintenant, il les a essorés. Et c'est toujours le même mécanisme qu'on connaît. Donc, vous mettre ensemble, travailler ensemble, que ce soit pour les pétitions, les mobilisations, les sittings, les interpellations. Ce rapport de force par le poids. Le président Laurent le dit, il faut peser, il faut peser, il faut peser. Voilà. Donc, on termine par là en un quart d'heure, on va essayer d'échanger là-dessus, ensuite on a un repas, et puis ce sera le moment de repas. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Merci pour les propositions. C'est vrai que je pense qu'on a besoin de ce coup de main de chacun. Parce que, comme vous dites, c'est que contre l'éradication du colonialisme sous toutes ses formes, on a besoin de se solidifier entre nous. Et je pense que peut-être le temps là, il est venu de cette partie-là. C'est vrai que on nous éclate un peu partout. Je suis à Mulhouse, mais on voit c'est que là je suis à Paris parce qu'il y avait les rencontres, tout ça, mais rien n'empêche qu'on peut s'organiser avec les moyens de communication mondiale aujourd'hui, de faire en sorte qu'on entende notre voix ensemble. Et je pense que la démarche avec vous appelez l'organisation Bagbo, on peut aussi utiliser aussi la puissance et la résonance dans lesquelles se combat de la lutte à travers ce grand monsieur. On peut s'appuyer pour pouvoir aussi projeter tous les autres combats qui sont un peu à droite à gauche. Qu'on ne fasse pas chacun une petite chose dans le coin, parce que au contraire, c'est là où ils nous tapent dessus et ils nous tirent vers le bas. En tout cas, c'est intéressant. Bien au contraire, il faut qu'on s'en saisisse de ça et on avance ensemble. Si quelqu'un veut encore dire quelques mots, après on va manger. Vraiment être ce que je suis, le quelques mots que je vais dire, c'est vraiment vous remercier de mon soutien, de tout ce que nous avons dit avec la réalité. Ensemble, on vaincra. J'ai un tout petit exemple qui n'était pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose. Quand les choses ont commencé à l'AES, la décision qui a été prise par les Occidentaux, c'était de détruire tout de suite le Niger. Ah bon? On fait comment pour empêcher ces gens-là, avec la complicité de tous ceux qui étaient autour du Niger, pour ne pas détruire le Niger? Il a suffi que le Burkina et le Mali disent: si vous touchez au Niger, nous on rentre en guerre. C'est cette voie qui nous manque, nous, les Noirs, aujourd'hui. Si nous avons la force d'avoir cette voie, la distance ne sert à rien. Nous allons vaincre. L'Afrique a besoin de ces gens. Ce sont nos parents qui sont là-bas, au Canada. Si l'Afrique s'organise pour être une force, demain, personne n'osera toucher aux Noirs qui sont de l'autre côté. Puis il suffira que l'Afrique dise: si vous les touchez, nous on rentre en guerre. Et puis vous allez voir, les choses vont être. Voilà ce qui peut nous rendre forts. Oui, je l'ai dit simplement comme ça. C'est un tout petit exemple. S'il n'y avait pas eu le Burkina
et le Mali, on ne parlait plus de Niger. Ce sont des exemples palpables. Le combat restait dedans, mais nous devons rester dans l'union pour sauver nos peuples, où qu'ils soient. Et c'est ça qui est important pour nous. Bref, c'était un petit exemple. Or là, j'ai mal depuis que nous parlons. Mais au fur et à mesure qu'on parle, il y a la mémoire d'une personne qui me vient en tête. Et ça me choque. J'ai envie de... C'est une personne. Ah, Papy Hilaire. Papy Hilaire. Ah, doyen Hilaire. Comme moi, à la haie, au départ, au vu de la personne, je me suis dit, mais le monsieur, il vit certainement à la haie, mais il est fou. C'est ce que je m'étais dit. J'ai dit, il est fou. Pour son âge et pour ce qu'il est, qu'est-ce qu'il faisait? À la haie, il est interdit de laisser tomber une feuille. Si on salit notre trajet, nous sommes censurés. On ne maîtrise pas tout le monde. Lui, il était derrière nous. Avec un sac poubelle. Avec un sac poubelle. Oh, il est bien là. Il m'intéresse encore. Il est mort. Une semaine après la sortie de Laurent Gbagbo. Et il avait prédit. Lui qui voulait voir Laurent Gbagbo n'a pas vu Laurent Gbagbo. Avec un sac poubelle. Et tout ce que nous laissions tomber, il les ramassait. Il les ramassait. Il les ramassait. Il les ramassait. C'était sa participation au combat. Mais avant, c'était un grand militant. Oui, nous avons vécu ensemble. Je me suis rendu compte qu'il n'est pas fou et qu'il suit ses enfants. Il a toujours milité. Et qu'il est avec nous. Il était toujours. Si on a fait 100 jours de la haine, 100 jours, il était là. Je vais vous dire que le combat est dur. Mais c'est comme ça qu'on y arrivera. Je vous remercie. Alors, il y a donc la sister Georgette qui va dire un mot et donc après la minute du silence. Mais bonsoir. Bonsoir. Le peuple en lutte n'est jamais libre. Et nous n'avons pas de festivités pour les festivités. Quand nous nous retrouvons, nous nous rappelons toujours de ceux qui sont tombés. Car le combat est rude et nous en avons perdu beaucoup d'entre nous. Et chaque fois que nous nous trouvons, nous avons pensé au CPSA. Je souhaiterais qu'on se lève, on observe une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés depuis le temps, je dirais, colonial, même s'il continue encore, depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire et l'Afrique, je veux dire, depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Et on a la preuve vivante, on a le frère et camarade, M. Stein, qui est là, qui sort fraîchement de la prison, qui a été déporté jusqu'à Mulhouse, loin des siens. On sait ce que c'est, surtout vous les Ivoiriens, qu'on a déporté notre président Laurent Gbagbo ici, dans les mêmes conditions. Et donc vraiment, chers frères, je ne vais pas tenir la parole aussi longtemps. Nous allons avoir une pensée pieuse pour ceux qui sont tombés. Une minute de silence.